Bonjour Julien Doul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler de la niche parlementaire, une réaction au voyage de Bruno Retailleau, notamment avec Emmanuel Macron au Maroc. Hier, le ministre de l'Intérieur a assuré qu'un accord avait été trouvé pour raccourcir les délais d'extradition entre la France et le Maroc pour les personnes qui sont sous OQTF. Vous saluez cette avancée du ministre de l'Intérieur ? Si vous me permettez, déjà, j'aimerais réagir sur le déplacement de M. Macron, et notamment sur son accompagnateur sulfureux, si vous me permettez, M. Monsieur Bellatar. On va y venir, mais je voudrais déjà répondre, parce que ça, c'est accessoire. Enfin, pas pour il y a des choses qui ne sont pas accessoires, non. Mais on va y parler, je vous promets, on va y venir, mais juste d'ailleurs sur les annonces de Bruno Retailleau. Les OQTF, donc ça va raccourcir les délais d'extradition, ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez. Dans le sens, en tout cas, c'est la communication que nous souhaitions. Ensuite, nous aimerions les actes, parce qu'avec M. Retailleau, on le sait, il y a tout un enrobage qui est attractif, qui est censé faire plaisir au Rassemblement national et à la majorité des Français qui veulent durcir et faciliter l'expulsion des obligations de quitter le territoire français. Nous aimerions que nous passions aux actes. Alors après, effectivement, sur les mesures qui sont esquissées par le ministre de l'Intérieur, nous ne pouvons que nous en féliciter, puisque justement, demain, lors de notre niche parlementaire, nous avons une proposition de loi pour faciliter l'expulsion d'étrangers sous le coup d'une OQTF. Donc je compte bien sur le soutien d'une partie du gouvernement et de la majorité ou la minorité présidentielle pour aller dans ce sens-là. Bruno Retailleau qui assure aussi finalement ces questions d'immigration seront gérées en direct avec son homologue du ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc. Sous-entendu, ce ne sera plus entre les diplomates. C'est un peu ce qu'il dit, là aussi. Il faut que l'État reprenne le contrôle, effectivement. Il faut surtout que la France se fasse respecter. Et se faire respecter avec des pays qui ne veulent pas récupérer leurs brebis galeuses, c'est faire pression sur les visas, sur la coopération internationale. Je rappelle que nous versons, et le contribuable français verse des milliards d'euros chaque année à ces pays-là. Et puis aussi les transferts de fonds. Nous avons des leviers d'action pour faire en sorte que tous les individus indésirables qui n'ont rien à faire chez nous, qui constituent une menace pour la sécurité des Français, repartent le plus rapidement possible. Alors on va revenir à ce que vous souhaitiez parler, c'est-à-dire les invités d'Emmanuel Macron lors de ce déplacement, et notamment Yacine Bellatar, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Il ne devrait pas faire partie de cette délégation, c'est ça que vous dites au RN ? C'est une honte pour la France que ce triste personnage, proche du CCIF, qui était à l'origine d'ailleurs de la manifestation organisée en 2019 contre l'islamophobie, concept inventé par les frères musulmans, que cette personne dangereuse, compte tenu de ses positions, qui a été soi-disant l'influenceur d'Emmanuel Macron pour l'empêcher de participer à la marche contre l'antisémitisme. Il n'a pas empêché, Emmanuel Macron est peut-être assez grand tout seul pour décider de on se demande. En tout cas, il s'est entretenu avec M. Yacine Bellatar, qui a aussi répercuté l'opinion peut-être des Français de confession musulmane. Il y a un autre élément qui n'a pas été relevé lors du discours d'Emmanuel Macron, c'est notamment l'éloge de la colonisation arabe en Espagne. Ça, c'est assez hallucinant. Pour Emmanuel Macron, qui en 2017 avait considéré la colonisation française comme un crime contre l'humanité, il a fait l'éloge d'Al-Andalus, qui aussi est un concept qui est repris par les islamistes, pour vanter les mérites de 7 siècles d'occupation arabe en Espagne. Dans ce domaine, deux poids, deux mesures. Je ne suis pas historien, donc je ne peux pas forcément commenter l'occupation arabe en Andalousie. On va revenir à la niche parlementaire demain. Est-ce que l'abrogation de la réforme des retraites est toujours au programme ? Oui, c'est toujours au programme. Alors je vous pose la question, parce qu'en fait, il y a une technique parlementaire, c'est qu'en commission, les 2 amendements principaux ont été retoqués, que donc vous devez les réécrire et que vous êtes sous la menace d'une irrecevabilité que pourrait prononcer Yaël Braun-Pivet. Et donc votre réforme choc, qui est annoncée comme ça, elle est vidée de sa substance, en fait. Il faut surtout dénoncer les manœuvres, les hypocrisies de la gauche, du Nouveau Front Populaire, qui n'a eu de cesse pour ne pas voter notre texte. Pour ce texte qui, pourtant, défend des positions qui sont partagées par une large majorité de Français, y compris dans le programme du Nouveau Front Populaire. Ils ont tout fait, toutes les manœuvres pour essayer de vider notre texte de sa substance et donc pour empêcher l'abrogation de la retraite Macron. Voilà. Et nous disons à tous leurs électeurs qu'aujourd'hui, ils sont cocus. Ces gens-là, en fait, n'ont que faire de l'intérêt des Français, n'ont que faire de la justice sociale, n'ont que faire de défendre, encore une fois, la vie des travailleurs qui mériteraient de partir
plus tôt. Nous avions un texte très clair qui pouvait abroger la retraite à 64 ans. Donc vous allez quand même en parler, vous allez trouver une astuce, bien sûr, un peu de réécriture. Mais nous respectons nos électeurs, nous respectons nos convictions, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Oui, mais en même temps, hier à l'Assemblée, il y avait un amendement de la gauche qui, dans le cadre de la discussion du PLFSS, la Sécurité sociale, proposait l'abrogation de la réforme de retraite et vous ne l'avez pas voté. C'est un mensonge. En fait, l'amendement de la gauche ne serait pas revenu sur la retraite Macron. Le seul moyen... Il manquait peut-être de détails, mais c'était un symbole envoyé quand même. Le seul moyen, c'était et c'est de voter notre texte demain lors de notre niche parlementaire. Mais on voit bien, encore une fois, que la gauche, quand elle est mise face à ses responsabilités, se dérobe et trahit les Français. La gauche, elle a mis cette abrogation de la réforme des retraites dans le cadre de la niche parlementaire des Insoumis qui a lieu en novembre. Donc elle n'avait pas à vous faire... c'est un mois, les Français. Elle n'avait pas à vous le faire cadeau de voter vos propositions. Mais il ne s'agit pas de faire cadeau, il s'agit de la vie des Français. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils sont totalement perdus dans leur sectarisme et c'est que nous sommes guidés juste par l'intérêt de la France et des Français. Vous annoncez que vous allez les voter d'ailleurs. Et nous, quelle que soit l'origine du texte, à partir du moment où ça va dans le bon sens, nous le soutenons parce que je pense que l'intérêt des Français domine tout. Il y a une petite musique qui monte, c'est que vous seriez prêt à voter la censure dès maintenant, si jamais il y a un 49.3 engagé sur le budget, et pas au mois de juin, comme vous aviez plus ou moins promis la chose. Ça se tend, vos relations avec Michel Barnier? C'est plus l'homme courtois que saluait Marine Le Pen il y a encore 3 semaines? Ah, mais qu'il soit courtois, c'est une chose. Mais qu'il respecte la parole et la volonté de millions de Français qui ont souhaité un autre cap, d'autres changements, d'autres orientations, notamment sur le volet migratoire, notamment sur le volet sécuritaire et sur le pouvoir d'achat également. Nous, on attendait un choc pour réduire les déficits, réduire les gaspillages qui sont faramineux dans notre pays. Or, on ne voit rien venir. Donc, effectivement, nous n'excluons pas de censurer ce gouvernement. Ça reste notre arsenal et nous verrons bien ces prochains jours comment la discussion évolue. Mais Michel Barnier envoie des signaux quand même sur l'immigration. On l'a vu avec Bruno Retailleau. Il a quand même fait des promesses alors qu'il demande à être confirmé sur une proportionnelle. Ce que vous souhaitez, c'était ces lignes rouges qui ne sont pas franchies par Michel Barnier. Parce que là, si vous provoquez une crise politique, si vous renversez Michel Barnier, parce que la dissolution, elle ne peut pas avoir lieu maintenant. Il faut attendre le mois de juin. La crise politique, elle a été générée par M. Macron avec sa dissolution et surtout... Et le discours de Marine Le Pen, c'est dire qu'en responsabilité, même si Michel Barnier, c'est pas tout à fait ce que vos convictions, elle dit qu'au nom d'une forme de stabilité, oui, on n'allait pas voter contre lui au moment du discours de politique générale. Non, on n'allait pas, effectivement, censurer un gouvernement qui n'avait pas commencé à travailler. Ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui, on le voit à l'œuvre et surtout, nous allons voir les résultats concrets. Qu'est-ce qui va sortir de ce projet de loi de finances? Or, excusez-moi, la situation est grave. Tout le monde le dit, le gouvernement le dit, le Premier ministre le dit, et on voit bien que ce gouvernement n'a pas la volonté de mettre en œuvre les politiques drastiques pour réduire les déficits, réduire les gaspillages, lutter contre le millefeuille territorial, lutter contre la fraude sociale, réduire l'immigration. Mais nous sommes écrasés d'impôts. Les Français sont le peuple le plus matraqué d'impôts, le plus martyrisé fiscalement au monde. Voilà. Et le problème, c'est que d'un côté, nous payons beaucoup d'impôts et nous avons des services publics qui aujourd'hui s'effondrent. Donc il y a un véritable problème de gestion de l'État, de gestion de l'argent public. Dernière question, si jamais il y a dissolution et il y a une nouvelle législative, votre mission, vous, c'est d'essayer de choisir des bons candidats au RN, qui ne soient pas problématiques comme au mois de juin dernier. Ça fait partie de votre mission. Comment vous allez vous assurer cette fois-ci qu'il y ait des candidats qui tiennent la route? Oui, un nouveau processus de sélection. Jordan Bardella nous a fait confiance avec mon collègue Thomas Ménager pour diriger cette campagne des législatives en cas de dissolution. Donc là, les candidats, c'est la semaine prochaine. Nous auditionnons, nous sommes toutes les semaines au travail pour préparer des auditions, pour former également avec ma collègue Edwige Diaz qui va engager un cycle de formation pour nos candidats, pour nos cadres, pour avoir les candidats les plus performants possibles le jour J, quand il y aura la dissolution, que nous soyons prêts et que nous soyons à la hauteur des attentes et des espérances des Français. Et là, vous pouvez engager à ce qu'il n'y ait aucun candidat qui soit problématique, soit parce qu'ils ne seraient pas compétents, ou soit parce qu'ils ont des positions. Et en tout cas, nous nous engageons à ce que le travail soit fait et à ce que le maximum de candidats soient, encore une fois, de bons députés, des députés qui puissent défendre les intérêts des Français. Merci Julien Houdoul, bonne journée à vous.